Émission du 29 mai 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui, l'émission vous parvient en direct de l'Auberge du Lac-Taureau à Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière à l'occasion du congrès du Conseil québécois LGBT. Plus de 75 délégués sont réunis ici pendant 3 jours pour réfléchir à l'état de nos luttes. Bonsoir, cher public. Pendant un instant, j'ai eu un petit peu peur qu'on ne m'entendait pas, mais non, le public est bien là. Alors, notre premier invité ce soir est le directeur général du Conseil québécois LGBT, James Galantino. Bonsoir, James. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, mes pronoms, c'est Eliel, accord masculin. Je porte un petit tricot noir à manches courtes et des pantalons longs beige en lin. Et c'est ton premier congrès du Conseil en tant que directeur général. Comment tu te sens? Fébrile, mais très, très heureux, très content, très touché d'à quel point les membres sont présentes avec nous aujourd'hui. On a une super belle représentation de notre réseau, donc vraiment content. Et si tu avais un souhait pour ce congrès, ce serait quoi? Un souhait pour ce congrès. En fait, j'ai envie de juste repartir nourri en fait de nos conversations pour le futur, pour continuer notre plaidoyer, puis de continuer à mieux faire notre travail, puis que les membres aussi se ressortent en fait nourris aussi de ce congrès-là, qui ont senti qu'ils ont appris des choses, puis que ça leur a servi en fait de venir ici. On poursuit la discussion dans quelques instants. Et puis, tout au long de l'émission, ce soir, on va tendre le micro à des membres du Conseil qui sont de l'extérieur de Montréal. C'est important pour nous à tous de donner une voix à ces personnes en région. Alors, on n'allait pas rater cette occasion de les recevoir. Alors, pour commencer, autour de la table avec nous, Jessica Grenon, directrice des services du JAG, organisme en Montérégie. Bonsoir, Jessica. Allô. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Oui, pour commencer, pronom elle, accord féminin. Me décrire petit veston bleu, je porte fièrement mon T-shirt du JAG et pour les personnes qui me connaissent bien, toujours des Converse et quelques poils de chat. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Moi, je pense que c'est penser à l'extérieur de la boîte, voir le plus d'angles morts dans une société assez hétéronormative, cisgenre. C'est ça, puis c'est faire partie d'une famille, vraiment. C'est peut-être cliché, mais c'est vraiment ça, je trouve. Et qu'est-ce qui t'a amené tranquillement à venir travailler pour le JAG? Étant au bac en sexologie, ça m'a ouvert les yeux sur c'est quoi les organismes communautaires pour commencer. Puis dans ma ville immédiate, le JAG étant à Saint-Hyacinthe, je me suis intéressée tranquillement, pas vite. Puis à l'époque, il y avait 2 employés. Et un jour, il y a un poste qui s'est ouvert d'intervenante. J'étais pas mal amie avec l'intervenant de l'époque. Puis elle a dit, Jess, il faut vraiment que tu postules, ça s'en vient, l'ouverture de poste. Puis quand le poste est ouvert, me voilà en tant qu'à ce moment-là intervenante. Ça, c'était quand? Oh mon Dieu! Oh, on a-tu le droit de le dire? Oui, on a le droit de le dire. C'est il y a 10 ans, donc ça fait 10 ans que je suis au JAG. Moi, je suis une vieille. Je fais littéralement partie des meubles, je vous le dis. Une bonne longévité, 10 ans aujourd'hui au même employeur. Hein? C'est ça. Oui, félicitations. Fidèle au poste. Ouais. Alors, on va aussi parler de collaboration entre les grands centres urbains et les régions, en compagnie de Julie Fortier de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue et de MP Boisvert de la Coalition des familles LGBT+. Et en fin d'émission, Alexandre Rainville de Jeune Identité créative viendra nous faire une chronique littéraire. Moi, c'est Kim Roy-Grenier, je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, j'ai opté pour le look d'été, même s'il fait un peu plus frisquet dans Lanaudière qu'à Montréal. Alors, des shorts bleu marin ainsi qu'un chandail, un faux chandail polo parce qu'il est boutonné. En fait, pas polo, mais en tout cas, bref, je l'aime bien, ce petit chandail-là. Noir, à manches courtes également. Nous sommes en direct de l'Auberge du Lac-Taureau à Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière pour le congrès du Conseil québécois LGBT. C'est parti pour tous. C'est le 3e congrès du Conseil québécois LGBT qui représente plus de 75 organisations membres à travers la province. Au cours des 2 prochains jours, les personnes présentes vont participer à des ateliers, discuter en groupe et aussi réseauter autour d'un verre. Hein? Ça sert à ça aussi, les petits lacs à l'épaule comme ça. Alors, on va en parler avec le directeur général du Conseil québécois LGBT, James Galantino. Rebonsoir, James. Bonsoir.
Alors, on vient de vivre une année quand même assez difficile, là, collectivement. Dans ce contexte-là, c'est quoi l'importance du congrès d'aujourd'hui? Bien, c'est absolument essentiel. Là. Je pense que ça nous fait tous du bien, en fait, de se retrouver ensemble et justement de prendre le temps de se déposer, développer des liens, mais aussi de parler de stratégie collective. Puis je pense que c'est là aussi qu'on est rendu dans notre réseau parce qu'on vient de vivre une année, comme on sait, vraiment difficile. Il y a une montée des discours haineux, une montée de l'intolérance sur le terrain, il y a une montée des actes violents. Donc, je pense qu'on a besoin de se rassembler, mais aussi surtout de parler de qu'est-ce qu'on fait face à tout ça, puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis, tu sais, on a des tactiques différentes, des opinions différentes sur les priorités, comment faire les choses. Puis je pense que ce congrès-là, en fait, nous invite à oser en parler, oser se poser ces questions-là, quand même difficiles, mais finalement quand même se rappeler l'objectif qu'on a tous de se battre en fait contre cette discrimination-là, contre cette violence-là, puis d'essayer vraiment de trouver une espèce de voie là, où est-ce qu'on peut aller dans le même sens, faire face à tout ça, puis je pense qu'on en a besoin. Justement, pour faire suite à ce que tu viens de dire, il y a 2 ans, le dernier congrès, c'était à quel endroit déjà? C'était à Jouvence, donc c'était en Estrie. Donc, il y a quand même des enjeux qui sont ressortis à ce congrès-là, notamment sur ce que tu viens de dire, la collaboration, le partage des ressources, un tout petit peu. C'était quoi exactement c'est ce qui avait ressorti? Puis, en deuxième temps, est-ce qu'on a réussi à travailler sur ces enjeux-là? Est-ce qu'on a fait du progrès? Oui, je pense que oui. En fait, c'est notre 3e congrès des membres, donc on est vraiment contente de répéter l'expérience pour la 3e fois. Puis dans le fond, au premier congrès là, qui était dans les années 2020, en fait, là, on avait réalisé qu'il y avait vraiment des tensions en fait dans notre réseau, qu'il y avait quand même beaucoup de compétition en fait, quand même entre les membres. Il y avait donc le 2e congrès, ce qu'on a voulu faire justement, c'est centrer sur justement créer des liens, centré sur bâtir une solidarité, centré justement sur cette lutte collective-là. Puis je pense qu'on a quand même bien atteint cet objectif-là. T'sais, on l'a amicalement appelé ce congrès-là le congrès câlin, là, où est-ce qu'on était vraiment dans le plus de comme prendre soin de notre climat, prendre soin de notre réseau, prendre soin de nous autres. Puis je pense que là, presque 2 ans plus tard, on est rendu à un point où est-ce qu'on a quand même un bon réseau, on a quand même un bon climat de solidarité, on a quand même un bon lien de confiance. Puis là, on veut aller un peu plus loin dans la prochaine étape, en fait. Là, on veut commencer à sortir les dents, là, puis à vraiment s'attaquer à ce qui se passe. Puis je pense qu'on est prêt à faire ça ensemble. C'est quoi justement les prochaines étapes là, quand tu dis sortir les dents? Là, c'est quoi les options sur la table? Écoute, on va justement en parler dans les 2 prochains jours en grande partie, mais je pense que on a eu beaucoup là, de bris de confiance avec notre gouvernement, avec la population en général dans les dernières années. Là. Mais je pense que ce qui s'en vient de manière incontournable, là, c'est de garantir l'accès aux soins transaffirmatifs en grande partie. Là, ça commence à sortir aussi, mais il y a beaucoup de discours là, qui protègent les enfants, donc comme si on était des menaces pour les enfants. Il y a des gens qui se mobilisent, entre autres, autour du cours à l'éducation à la sexualité dans les écoles, en parlant qu'on enseigne l'idéologie du genre là, dans les écoles, des trucs comme ça. Donc là, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on va devoir s'attaquer à ça. Et au niveau de la collaboration entre les régions et les grands centres, on va en reparler dans un panel dans quelques instants, mais je sais que c'est quand même un enjeu qui a été soulevé par des membres au Congrès, pas juste au Congrès, mais en fait dans d'autres réunions là, du Conseil. Qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui est en train de se faire pour essayer de, je ne vais pas dire rééquilibrer, mais de faire en sorte que tout le monde se sente autant inclus, interpellé, puis qu'ils aient le sentiment d'avoir les ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Oui, on en parle beaucoup, puis je pense que c'est une conversation qui se passe en continu. Puis là, tu voles un peu un punch là, de ce congrès, parce qu'on va justement en parler plus longuement vendredi. Mais je pense que ça a été d'ailleurs quelque chose qui était important, entre autres, je pense à MP Boisvert, qui avait vraiment cette envie-là, en fait, d'inclure de plus en plus les organismes de région dans le travail de plaidoyer, de concertation que le Conseil fait. Puis c'est constamment quelque chose qui est important pour nous. Il y a eu le comité des régions qui avait été créé pour ça. Là, on est encore en train de restructurer un petit peu nos espaces de concertation dans le but d'avoir des relations, d'avoir des contacts avec le plus d'organismes possible, incluant même ceux qui sont très loin physiquement. C'est quelque chose qui est important. Puis justement, on a un sujet de discussion, c'est comment est-ce qu'on apprend à bien collaborer justement entre les organismes nationaux puis les organismes qui sont en région. Puis le but, entre autres, un des objectifs de ce congrès-là, c'est de ressortir avec des lignes directrices de comment bien faire ça, comment bien collaborer avec les organismes en région lorsqu'on est un organisme national. Puis c'est une des choses qu'on espère qu'on va pouvoir sortir à la suite là, dans les prochains mois. Ça tombe bien, MP est une de nos invités tout de suite après, plus tard à l'émission. Une des premières activités au programme demain matin, en fait, c'est la table de concertation. Pour les personnes qui nous écoutent à la maison et qui sont moins familières avec le fonctionnement du Conseil, qu'est-ce que c'est au juste? Parce qu'il n'y en a pas juste au Congrès, là, il y en a à quelques reprises dans l'année.
Oui, les tables de consultation, on fait ça présentement, là, comme je dis, on est en train de le restructurer justement. Mais on en fait présentement 4 fois par année. Puis c'est un peu l'espace où ben, on fait un peu le topo aux membres de qu'est-ce qui se passe au conseil, puis où est-ce qu'on pose des questions aux membres de qu'est-ce qui est important pour vous, où est-ce qu'on s'en va, voici les stratégies qu'on vous propose, qu'est-ce que vous en pensez. Donc c'est vraiment un espace en fait où est-ce que ben on essaie vraiment de se nourrir en fait de l'expérience terrain des membres dans le but de mieux représenter nos membres, puis de mieux faire notre travail, d'être plus efficace dans notre travail aussi. Donc grosso modo c'est ça les tables de consultation. Il va y aussi avoir demain soir du speed dating. Yes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est-tu à Saint-Michel-des-Champs que je vais trouver l'amour? mais non, parce que c'est du speed dating polyamour organisationnel. Yes. Bravo pour le titre de l'activité. Je ne sais pas c'est qui était responsable au conseil des jeux de mots puis des titres, mais moi, ça On a fait ça en comité tout ensemble. C'est Catherine. On me pointe du doigt que c'est Catherine Lavarède. OK, c'est un travail d'équipe. OK. Catherine, d'ailleurs, qui sera notre animatrice d'aérobie demain matin. Oui, ça aussi, ça va mettre de l'énergie dans les troupes, Catherine. Donc, je reviens au speed dating. Oui, bien sûr. Alors, comment ça marche au juste, ce speed dating-là? Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est sûr qu'à travers le congrès, on voulait aussi faire des activités qui étaient un peu plus ludiques, mais en même temps, c'est une activité qu'on devait faire au dernier congrès, le speed dating organisationnel. Là, le but, en fait, c'est de mettre des organismes ensemble qui n'ont pas nécessairement tendance à travailler ensemble, puis de les asseoir, puis les amener à réfléchir soit à un projet qu'ils préfèrent ensemble, un événement, juste quelque chose sur quoi ils pourraient collaborer ensemble, de mettre ça sur papier, de brainstormer là-dessus. Puis là, on va faire, je pense, 5 rounds là, au cours de l'activité, où est-ce que les gens vont se déplacer puis rencontrer finalement 5 organismes différents à travers la province avec qui on n'aurait pas nécessairement le réflexe de travailler, mais que là, on va s'asseoir puis un peu se forcer à se poser la question, puis à dire, si on ferait quelque chose ensemble, ce serait quoi notre bébé projet, là, un peu? Puis ça va amener, je pense, à créer des relations avec des organismes qu'on connaît moins, avec qui on a moins de tendance à parler ou travailler, puis peut-être que ça va amener à de réels projets, de réelles suites. C'est ça l'objectif, du congrès. Le lendemain matin, c'est consacré à la discrimination en droit. Ça va se faire en présence de 2 étudiantes en droit à la clinique de justice sociale de l'UQAM, Clinics. L'accès à la justice au Québec, mais aussi au Canada, c'est loin d'être évident. Là. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a 2 semaines à l'émission, la juriste et activiste transféministe Céleste Trianon nous disait que c'était un problème réel et que c'est ce qui l'avait motivée, elle, justement, à créer sa clinique, Jury Trans, qui a aidé là, pas loin, je pense, de 800 personnes là, gratuitement depuis sa création. Est-ce que le Conseil travaille sur ce dossier d'accès à la justice? Ça fait partie de vos priorités? En fait, on vient tout juste de terminer un projet qui s'appelle le Pour des pratiques inclusives, dont le but spécifique de ce projet-là, c'était de comprendre justement c'est quoi les obstacles pour aller porter plainte pour les personnes LGBT. Donc, c'était entre autres dans un contexte, si je vais aller porter plainte à la CDPDJ, si je vais aller porter plainte à l'Office du consommateur, protecteur du citoyen, comment je fais puis pourquoi les personnes LGBT ne le font pas d'abord? Une chose qu'on a vue justement, c'est que les personnes LGBT, en fait, ont peur de se faire rediscriminer en allant chercher de l'aide, en allant porter plainte, et surtout ne savaient pas où aller porter plainte. T'sais. Dans beaucoup de cas, la solution, c'est d'aller porter plainte à la police, mais des fois, les gens ne savent pas ou ne veulent bien pas aller faire affaire avec la police. Donc ça, c'est un de nos projets. Le dernier produit qui est sorti de ce projet-là, c'est pour aider les différents organismes parapublics qui reçoivent les plaintes d'avoir un outil d'autodiagnostic. On est capable d'évaluer à quel point ils sont accessibles ou pas. Puis là, pour la suite des choses, on a un nouveau projet, entre autres, qui va s'attaquer à la désinformation et qui va encore aider les gens à se diriger, en fait, à où aller porter plainte si jamais il y a un média qui soit traditionnel, les réseaux sociaux, des organismes, en fait, qui diffusent de la désinformation. C'est quoi nos recours? Puis on veut essayer d'outiller les gens à, justement, à savoir, c'est quoi les recours, puis comment les utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, l'accès à la justice. On a d'ailleurs une section complète aussi dans notre plan de revendication à ce propos-là. Donc, oui, c'est un enjeu. Puis là, dans ce cas-ci, avec la formation que Clinics va donner, ça va être juste de l'étape un peu zéro de, c'est quoi la discrimination? Est-ce que je suis capable de l'identifier et de la reconnaître si je la vis? Et ça, cet outil-là dont tu parles, est-ce que c'est disponible sur votre site Internet ou si jamais quelqu'un nous écoute, tu dis « ça m'intéresse, ça? » Oui, tout à fait. Oui, OK, parfait. L'été s'en vient. Pour bien des gens, ça rime avec vacances. Yes. Mais dans le milieu LGBTQ+, il y en a aussi pour qui c'est beaucoup de travail. Je pense entre autres aux gens de Fierté Montréal qui sont là ici ce soir également. De votre côté, sur quoi allez-vous vous pencher cet été au Conseil québécois LGBT? Écoute, mais là, ça va être de se préparer à l'automne. Un peu comme tout le monde, on n'est pas fermé, on continue de travailler, on n'arrête pas de travailler, mais il y a quand même des gens qui prennent des vacances. Ça nous fait aussi un peu du bien. Oui, c'est nécessaire. Tout à fait. Mais en effet, généralement, là, on a notre AGA là, qui s'en vient à la mi-juin. Après, c'est généralement un peu plus tranquille. On profite aussi là, du fait que
L'Assemblée nationale est en congé également. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a les fiertés qui s'en viennent. Donc aussi, nous, on participe. On veut être là pour les fiertés à travers la région, à travers la province en général. Donc, c'est quelque chose qui va quand même beaucoup nous occuper. Sinon, c'est sûr que de mon côté, là, il y a le comité de sages qui nous occupe quand même. Et ben, le démarrage du nouveau projet. Donc, voilà. Et justement, je voulais aller sur le dossier du comité de sages parce qu'ils ont commencé à rencontrer des gens de la communauté. Je sais pour qui il y en a que ça s'est bien passé, il y en a d'autres pour qui il y avait plus de méfiance. Bref, il y a comme une réaction mitigée. Vous suivez un peu ça, vous agissez un peu en tant que chien de garde là, pour ce travail-là. Est-ce que vous y croyez encore, selon l'écho que vous avez des membres jusqu'à maintenant qui ont participé? Écoute, mon avis là-dessus ne change pas tant dans le sens où, genre, à ce stade-ci, je pense qu'il y a une pertinence à ce qu'on soit là, puis qu'on épaule, puis qu'on conseille, puis qu'on... Je fais beaucoup, en fait, de debunk avec comme, le comité de sages. Je pense que je peux faire beaucoup de démystification. Je pense que ça a une pertinence. Après... à voir, qu'est-ce qui va sortir du rapport. C'est toujours ça la réponse que je donne, parce qu'en fait, là, en plus, en ce moment, justement, les comités de sages ont fait beaucoup de rencontres, mais eux, ils absorbent vraiment beaucoup d'informations. Ils ont rencontré plein de gens, puis je pense qu'elles eux-mêmes ne savent pas trop où est-ce qu'ils se situent, mais on a quand même... pour les mois à venir, là, comme prévu comment on allait travailler ensemble, à quelle fréquence on allait se parler. On allait voir je crois qu'il allait y avoir des extraits de chapitres, on allait en parler, en discuter, j'allais pouvoir relire tout ça. Donc, pour l'instant, ils ont l'air d'avoir beaucoup de transparence, à vouloir me partager ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. On va avoir l'opportunité toujours d'en discuter, de commenter. On verra ça va être quoi qui va être écrit dans ce rapport-là. Donc, mais voilà. Comment ils vont digérer toute cette information-là. Exact. On s'en reparle au prochain congrès dans 2 ans? Tout à fait. Merci, James. Salut, James merci. Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT. Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie va remettre lundi, le 3 juin, ses premiers prix Action LGBTQ+. Cette distinction vise à récompenser les réalisations et qui contribuent à faire du Québec une société ouverte et inclusive pour les personnes LGBTQ+. La catégorie Hommage souligne l'engagement continu dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et parmi les 3 finalistes, il y a un membre du Conseil québécois, si je ne m'abuse, l'organisme Le Néo, dans la Naudière. Ils sont représentés ici ce soir, donc qui travaillent en prévention et promotion de la santé et du bien-être. Parmi les autres finalistes, Dominique Dubuc, enseignante au Cégep de Sherbrooke et militante de longue date pour les luttes LGBTQ+, notamment dans le milieu de l'enseignement et dans le monde syndical. Et la personne qui complète cette liste, Jonathan Riverain, enseignant à l'École Saint-Joseph, 1985. La catégorie Milieu de vie en confiance récompense de son côté une organisation qui a contribué à instaurer un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+, qui les fréquentent. Les 3 finalistes sont le groupe de recherche et d'intervention sociale, le GRI national. Il y a d'ailleurs, je pense, plusieurs sections régionales qui sont représentées. Marie Ouzo, qui est juste là. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALAX de l'ouest de l'île, ainsi que Revenu Québec. Félicitations à tout ce beau monde et bonne chance à tous. Dans la dernière année, on a beaucoup parlé à quel point c'est difficile pour les jeunes LGBTQ+, de faire face à cette montée de violence envers nos communautés. Il y a tout plein d'organismes qui font des petits miracles avec peu de ressources pour aller les soutenir dans les milieux scolaires. C'est le cas de JAG, qui donne des ateliers dans les écoles. Sa directrice des services est avec nous, Jessica Grenon. Rebonsoir. Bonsoir. Allez, ben oui. Tant qu'à avoir Jessica sur scène, il faut l'applaudir, absolument. D'abord, comment décrirais-tu ce que vous avez vécu ou observé dans la dernière année en milieu scolaire? Je dirais une espèce de réticence à la différence au sens large. Vraiment où il y a une banalisation assez drastique de la violence, comme si c'était pas tant grave. Si c'est pas envers moi la violence, ben ça me regarde pas. J'ai pas à voir là-dedans.
c'est vraiment ça, cette espèce de banalisation-là, pour nous, c'est assez déconcertant quand on va faire des ateliers où on parle, entre autres, de comment être des alliés. Donc, justement, comment contrer, c'est quoi les actions que je peux faire? Puis, il y a une espèce de, ben c'est pas à moi que ça arrive, fait que c'est pas grave. Tu sais, c'est assez déconcertant parce qu'on essaie d'aller toucher leur empathie. Tu sais, c'est ce qu'on veut vraiment éveiller, c'est leur empathie, de voir que c'est avec des petites actions, des petits gestes très simples que tu peux absolument faire toute la différence. Mais non, on dirait que ça ne vient pas allumer cette fibre-là. Puis c'est quand même assez difficile. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup écouté justement l'écho de mes intervenantes par rapport à tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça devient assez difficile. Fait que justement, d'aller toucher dans les motifs, aller faire des parallèles avec des situations que tout le monde peut vivre, pas uniquement les communautés LGBTQ+, mais vraiment tout le monde. Fait qu'on est... faut qu'on se casse vraiment la tête pour aller trouver des alternatives, vraiment. Mais justement, de l'atelier dont tu parles, Oui. on s'en est déjà parlé là, un peu avant Oui. l'émission, mais c'était assez frappant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que vous invitez les jeunes, en fait, à se mettre dans la peau de personnes qui sont intimidées ou qui intimident. Oui. Et c'est là que vous avez remarqué qu'il y a vraiment des réactions un peu troublantes. Ah, je te confirme. D'ailleurs, j'ai un de mes intervenants qui est ici même, puis son exemple m'a vraiment décroché la mâchoire, là, me scié les deux jambes. Justement, où on se sentait dans cette école-là, on a fait plus de 14 groupes et l'écho est à 80% négatif, là. Et il s'est dit, regarde, je vais essayer quelque chose, je vais aller vraiment assez loin dans mon exemple d'intimidation où le personnage qu'on met en scène fait une tentative de suicide. On s'est dit, regarde, on va aller jusque-là, voir, hey, là, il me semble que ça devrait faire vibrer la corde émotive. Et la façon que ça fait vibrer la corde, bien, la classe s'est mise à rire. Donc, les jeunes se sont littéralement mis à rire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour vrai, j'étais vraiment dépourvue. J'étais comme devant un acte aussi fatal que le suicide. Non, c'est le rire collectif qui l'emporte. Je pense que l'impact de groupe est assez... Ça s'est répété dans plus qu'un groupe? Oui, oui, vraiment plusieurs groupes où peut-être pas nécessairement exactement cet exemple-là, mais de façon générale, l'intimidation était totalement banalisée, là. Bon, tu nous disais en début d'émission que ça fait maintenant 10 ans que tu es au JAG. Oui. Est-ce que c'est nouveau, ça, ces réactions-là, ou est-ce que c'est juste que ça existait toujours, mais là, c'est devenu à plus grande échelle? Tu sais, je veux pas mettre toute cette situation-là sur le dos de la pandémie, mais je pense que ça pèse quand même dans la balance où le fait qu'on s'est retrouvé chez soi et où les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place dans l'univers de beaucoup de jeunes, entre autres, pendant comme 2 ans. Là. Donc, 2 ans intensif où tu tombes dans des algorithmes qui remontent toujours le même genre de contenu, qui n'est pas toujours adéquat, que l'information qui est véhiculée n'est pas toujours exacte et qui banalise la violence, entre autres. Fait que je dois dire que le retour de pandémie sur les bancs d'école, ben c'est surtout là que j'ai vraiment senti cette fermeture-là, où on a senti que les jeunes, ils levaient la main pour dire « Moi, je suis homophobe ». On vivait pas ça avant la pandémie où ils se gardaient une petite gêne, mettons. Puis là, non, c'est moi, je suis homophobe, et là, il y en a d'autres qui embarquent dans la classe, moi aussi, où je suis transphobe, où je crois pas à ça. Un effet d'entraînement. Oui. Est-ce qu'on vous cite, ce genre d'influenceurs? On a beaucoup parlé d'Andrew Tate. Oui. C'est un nom que vous avez entendu dans les classes? Oui. Bien, maintenant, la référence, bien, ça doit être vrai, c'est sur TikTok. Ils ont vu l'information, donc TikTok est vraiment la valeur sûre maintenant pour avoir l'information exacte. Oui, beaucoup de travail pour lutter contre la désinformation. J'en parle d'expérience, mais je sais que le Conseil aussi, justement, prépare des outils là-dessus. Tes collègues qui font l'intervention, comment ils reçoivent tout ça? Difficilement, parce qu'il y a beaucoup de par et pour à l'organisme. Donc, tu sais, on n'est pas là à aborder les mathématiques, puis quelqu'un fait comme « J'aime pas ça, les maths ». Le prof de maths fera pas comme « Oh mon Dieu, ça m'atteint dans ma personne et mon identité ». Bon, tu peux triper ses maths, mais je pense qu'il y a quand même une limite, là. Fait que c'est ça, il y a vraiment le côté très... Ben des fois, ce qui est les arguments, le arc, les rires, ben c'est que mes intervenantes
c'est dirigé envers eux et elles. Fait que c'est là que ça devient vraiment difficile. La carapace, là, a reçu des flèches, a reçu des coups pas mal. Fait que c'est vraiment difficile émotivement. Au niveau du moral, la motivation aussi à y aller. Il y a aussi une espèce de crainte ou d'appréhension d'aller dans les milieux scolaires. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de les protéger, mais aussi de les soutenir quand elles vivent un moment difficile? Bien, pour nous, l'équipe, c'est vraiment important. On peut toujours compter les uns et les unes sur les autres. Là. Ça, c'est vraiment important. Fait après une situation dans une école, on s'écrit, ça s'est bien passé. Et si tu as besoin de parler, il y a tout le temps quelqu'un dans l'équipe qui va trouver 1-2 minutes. On va en parler ensemble. Puis, à toutes les 2 semaines, on se fait vraiment des rencontres entre intervenants et intervenantes pour voir, OK, comment ça s'est passé? OK, ça, c'est plus difficile dans ce milieu-là. Fait que toujours la possibilité de ventiler. Et moi, il y a un mot d'ordre. La limite du respect, c'est la tienne. Tu es intervenant, intervenante. Il y a des combats que tu ne pourras pas gagner. On ne veut pas rentrer non plus dans des débats. Fait que si tu te fais manquer de respect, tu quittes. Tu as le droit de quitter dans une classe. Honnêtement, tu t'en vas. C'est pas vrai que tu vas mettre ta sécurité, ton intégrité, la personne que tu es, pour aller essayer d'ouvrir les esprits. Non, des fois, ça ne vaut pas la peine de mener ce débat-là et quitte, tout simplement. C'est un travail collectif, en fait. Totalement. Et donc, à ce niveau-là, vous faites un travail de concertation avec les écoles quand ce genre de situation-là se présente. Oui. Comment ça se passe, ce dialogue-là, ce travail collectif? Mais tu vois, le travail avec des écoles, vraiment plus concrètement, c'est pas arrivé souvent. Puis là, dernièrement, c'est arrivé dans une école où ça s'est pas bien passé quand même. Là, beaucoup de groupes réfractaires et tout ça, c'est difficile. Et ce qui m'a étonnée, puis j'ai été contente de voir ça, c'est qu'il y a quand même eu une belle mobilisation du personnel de l'école. Donc, il y a des directions qui étaient là, il y avait des TES, des TS aussi. Et nous, l'idée, c'était pas d'arriver en faisant et vous taper sur les doigts. C'était pas ça, c'est comment on peut faire mieux ensemble, se donner des outils, voir qu'est-ce qui est déjà mis en place, les bonifier. Fait que c'est vraiment ça. Donc, pour nous, c'est de dire, voici ce qu'on vous propose comme outil, les alternatives. On peut former votre personnel parce qu'honnêtement, c'est ce qu'on a ressenti. C'est le personnel enseignant qui sont souvent dépourvus. Ils ont peur de se ramasser avec l'espèce de patate chaude, d'aborder un sujet délicat comme l'identité de genre et tout ça. Fait que, des fois, ils préfèrent passer ça comme « Ah, ben c'est trop délicat, fait qu'on préfère pas l'aborder. » Un évitement. Exactement. C'est vraiment ça. Mais quand vous leur proposez cette possibilité d'aller leur donner des outils et tout, est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que d'abord, ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture? Bien, tu vois, la notion de temps, ça revient. Oui, il faut avoir le temps. Oui, je dis, moi, n'importe quand. Si tu veux qu'on y aille la nuit, on va venir. On en est là pour vouloir aider. Mais oui, je sens quand même une réceptivité. Mais c'est sûr, ils ont tout le temps leurs propres barrières aussi, leurs propres obstacles. Hein? Les syndicats enseignants, tout ça, dans ce qu'ils peuvent obliger à leur personnel à suivre comme formation, c'est assez rigide. Mais tu sais, déjà là, on y allait avec des alternatives il y a un plan de lutte à l'intimidation dans chacune des écoles du Québec aussi. Il y a le cours CCQ aussi. Donc, on doit aborder ces thématiques-là qui vont directement avec le programme d'éducation à la sexualité. Fait qu'il faut l'aborder. Puis, est-ce qu'on peut le faire bien? Et vous donnez des options, en fait, aussi. Tu me disais, par exemple, de demander un travail de réflexion ou de faire des retenues à l'interne plutôt qu'à l'externe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces outils-là que vous proposez aux écoles? Bien oui, justement, la première chose, c'est, mettons, si on parle d'intimidation LGBT-phobe, peu importe quelle qu'elle soit, ou d'intimidation au sens large, qu'est-ce qui est mis en place? Souvent, c'est déjà là de voir, est-ce qu'une structure qui est mise en place est facile pour les jeunes qui sont victimes d'intimidation, de le dénoncer, ça. Fait qu'il y en a que, oui, justement, leur protocole est assez efficace puis qu'il y a un retour quand même assez rapide. Fait que ça, c'est une chose. Avec un code QR, c'est oui, ça? Oui, il y a une école, le code QR, c'est comme « Ah, ouais, puis ça marche pour vrai. » Leur code QR fonctionne bien. Puis il y a vraiment une prise en charge qui semble avoir été quand même assez efficace. Nous, c'est ça, on parlait de formation du personnel. On est allé vraiment quand même assez large. Oui, de la retenue à l'interne, de faire une réflexion sur le jeune de « Bien, gars, de l'organisme LGBT, tu as eu un comportement homophobe ou transphobe, l'organisme de ta région, c'est JAG.
fais une réflexion, va te poser des questions aux Jacques. Tu sais, justement, les mobiliser, les sensibiliser, parce que plus on est sensibilisé à un sujet, moins on a tendance à juger. Bien, ça peut être une alternative. Le petit hic, quand on a été voir ce personnel de l'école-là, ce qu'on a senti, c'est vouloir régler des situations d'intimidation à huis clos. Donc, de façon discrète, prendre la personne à part, puis régler la situation à part. Puis moi, ça, je dois dire que ça me chicote beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que devant une situation d'intimidation, c'est rare qu'une personne qui va intimider va être seule. Souvent, il va y avoir d'autres personnes. Dans les corridors, bien, il va y avoir des témoins. Il ne faut pas les oublier, ces témoins-là. Ils ont vu, ils ont entendu, et là, ils se retrouvent avec ça, puis il y a une charge émotive. Il y a des émotions que les témoins vivent, et à vouloir régler en huis clos, les gens, ce qu'ils disent, c'est « l'école ne fait rien ». Parce qu'ils ne voient pas directement qu'est-ce qui est en train d'agir. Fait que de passer des messages à l'intercom, de mentionner, de nommer qu'est-ce qui a été fait, qui a été dit, puis ça permet aussi à l'école de se positionner sur la tolérance zéro face à l'intimidation, quelle qu'elle soit, encore une fois, de le mentionner, il s'est passé ça. L'école, c'est tolérance zéro, il y a des sanctions, il y a des choses qui vont... Fait que déjà là, les témoins et toute personne face à cette situation-là sait qu'il va y avoir des réprimandes, il va y avoir des actions qui vont être posées, puis les jeunes se sentent moins démunis, je trouve. Et ces témoins peuvent éventuellement devenir des alliés, des actrices de changement aussi. Totalement. Donc, ils font partie de la solution. Totalement. Bon, là, on parle quand même de choses un peu pas joyeuses, mais il y a quand même des belles choses que vous observez dans les écoles. J'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler. Ben oui. Parce qu'il y a des beaux groupes, il y a du positif. Comment ça se passe? Tu sais, quand vous dites, tu me disais, il y a des petites pépites là, d'art là, dans les groupes. Là. C'est quoi au juste les comportements que vous observez qui vous nourrissent d'espoir? Ah, pour vrai, c'est la connaissance. Ils sortent les termes, les définitions. T'en as là, des jeunes qui sont vraiment plus... C'est vraiment magique. Puis tu vois qu'ils ont des amis, puis que tu dis, tu parles de diversité, puis ils sont comme, oui, moi, ça fait longtemps que je connais ça. Puis OK, bon, bien, parfait. Tu sais, fait qu'il y a ce réseau-là, cette communauté-là, des fois, pour vrai, sont vraiment allumés. Puis, il ne faut jamais avoir peur de demander aux principaux concernés c'est quoi leurs besoins. Parce que des fois, quand on met notre regard d'adulte et de penser à la place du jeune, qu'est-ce qui serait bon pour lui, pour elle, bien, est-ce que tu as demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent? Comme dans leur comité LGBTQ+, pour vrai, sont hot, là, les jeunes. Vraiment, ils sortent plein d'idées. Puis là, les intervenants sont comme « Aïe, aïe! » Mais il me semble que c'est la première chose pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent de leur propre groupe qui les concerne. Fait que ça, c'est vraiment beau. Il y a des coming out dans des classes, des fois. Moi, je trouve ça beau, des coming out, ça devient des modèles. Mais aussi, les réactions des jeunes autour qui est super positive, ça arrive. Fait que oui, le confetti fleurs, là, des fois, ça arrive, c'est beau, puis je suis contente de voir ça, cette mobilisation-là. Fait qu'il ne faut pas penser que tout est négatif, puis c'est une majorité de groupes qui est négatif. Non, vraiment, il y a des super beaux jeunes. Fait que moi, pour vrai, je garde espoir là-dessus. Là. C'est quoi les conditions gagnantes dont on a besoin pour recréer ce climat-là, cette atmosphère-là de tolérance, de bienveillance dans les autres groupes où ça va moins bien? Honnêtement, c'est d'aller dans l'ouverture, puis de ne pas y aller avec avec notre chapeau d'expert ou d'experte, d'y aller vraiment dans le dialogue. Nous, une des choses qu'on met d'entrée de jeu, nos règles de base, si on veut, c'est de dire, il n'y a pas de questions niaiseuses. Fait que s'il y a bien une place où tu veux poser des questions, bien, fais-le avec nous, parce que, d'ailleurs, on a un bagage plein de questions qu'on a entendues. Puis il y en avait, oui, des moins pertinentes, là. Mais on y répond. Fait qu'ils voient on y répond. Même si l'idée, c'est un peu de faire rire, ils voient qu'on répond sérieusement à la question puis de dire, gars, t'es même pas le seul qui l'a posé la question. Je me l'ai fait poser dans plusieurs classes. Oups, ça vient éteindre quelque chose. Puis là, les oreilles s'ouvrent. Puis il y a vraiment ça, puis de voir qu'on a vraiment une approche humaine aussi. Puis je pense que c'est une chose de faire, c'est d'y aller avec une approche humaine, aller aussi avec leur dialogue, leurs référents aussi. Des fois, on se sent vite dépassé, là. Des fois, tu fais comme, ma blague marchait il y a 3 ans, puis là, je suis vraiment out, là. Fait que, tu sais, il faut juste s'actualiser un petit peu avec leur modèle, mais je pense que ça peut être vraiment, vraiment gagnant. En tout cas, peut-être que des fois, tu te sens out, mais après 10 ans, je peux te dire que tu sembles avoir conservé toute la passion qui anime ton travail. En tout cas, je l'ai ressenti ce soir, je l'ai ressenti qu'on s'était parlé un peu plus tôt. Je te remercie beaucoup d'avoir parlé avec autant de franchise et d'authenticité et d'avoir porté un message d'espoir pour nos jeunes.
Ah, ben merci. Merci beaucoup. Jessica Grenon, directrice des services au JAG. Merci beaucoup. Merci. Deux petites informations, un rappel pour vous. D'abord, si vous êtes fan de musique ou que vous aimez tout simplement découvrir de nouveaux sons, eh bien, notre nouvelle liste de lecture Tous de musique par Garance est en ligne depuis la semaine dernière. Vous y trouverez toutes les chansons dont notre chroniqueuse en musique, Garance Chartier, a parlé à l'émission depuis l'automne dernier. C'est 1h30 de chansons variées, entraînantes, émouvantes. Il y a vraiment de tous les styles, anglais, français. Et le meilleur moyen d'y accéder, c'est à travers notre Linktree. Il y a les liens vers Spotify et Apple Music qui s'y trouvent. Donc, ça s'appelle Tous de musique par Garance. Et puis, Tous, bien, c'est plus qu'un balado d'information, hein, c'est aussi un lieu d'échange qui se veut rassembleur. Et c'est pourquoi, après chaque émission, nous poursuivons la discussion avec le public sur place, qui est invité notamment à poser des questions à nos invités. Alors, depuis quelques semaines, ces échanges sont enregistrés et mis en ligne sur notre Patreon. Si vous souhaitez soutenir financièrement la mission de notre OBNL, vous pouvez vous y abonner pour seulement 5 $ par mois. Pour s'abonner, justement, patreon.ca/tous. C'est maintenant le moment de parler collaboration, entraide et synergie entre les régions et les grands centres urbains. L'union fait la force, comme on dit, et je pense que ça prend encore plus de sens dans le communautaire, alors que les moyens sont limités, mais les besoins infinis. Et pour ce panel, deux invités avec moi. D'abord, Julie Fortier, directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonsoir. Allô. Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms? Bien sûr. Donc, Julie Fortier, j'utilise le pronom elle, l'accord au féminin. Puis tu veux qu'on se décrit physiquement un peu comment on est habillé ce soir? Si tu veux. Donc, j'ai mes sandales. Parce que... Ouais. Tu les portes déjà en Abitibi? Ah, ça fait déjà un mois. Oh, tabarouette! Ouais. Mais hors norme. OK. Si on spot quelqu'un en sandales en ce moment-ci, on sait que c'est Julie. Absolument. OK. Donc, ben oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qui me définit, mes sandales. Parfait. Sinon, j'ai un jeans, un T-shirt. Et une chemise. Voilà, blanche. Voilà, on complète ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Et plein de choses. En fait, ça veut dire être moi aussi, parce que bon, je m'identifie à la communauté, évidemment. Donc, mais c'est beaucoup d'entraide, du soutien, du support, de l'amitié, de la famille, grosso modo. Et notre deuxième invité, MP Boisvert, à la co-direction générale de la Coalition des familles LGBT+. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui. Je me suis moi-même fait une belle coupe de cheveux hier. Donc, mes cheveux sont relativement courts, on pourrait dire ça, et bruns. J'ai une chemise, je sais pas, un peu business, un peu funky. Puis, j'ai malheureusement troqué mes sandales pour des running en sachant pas ça allait être quoi la météo à Saint-Michel-des-Saints. Sinon, j'ai des petites lunettes de nerd pour affirmer ma nerditude de manière visible. Et mes pronoms sont « elle », avec des accords neutres lorsque possible. C'est pas mal ça. Puis en même temps, je pense que les souliers vont te protéger contre les moustiques. Ouais,
ouais, Ouais. ouais, ouais. Je sais pas, Mais Julie, as-tu prévu... Oui, j'ai des souliers quand même. OK. Je suis elle habituée de vivre avec deux climats constamment. Elle habite en Abitibi, assez se protéger contre Oui, les c'est moustiques. vrai. Là. Voilà. Oui. Moi, le Montréalais qui est comme, oh, je viens ici, puis il y a plein de... Non, non. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, MB, de faire partie des communautés LGBTQ+. Oui, c'est dur comme question. C'est cliché parce que je travaille à la Coalition des familles, mais c'est vraiment la famille. C'est vraiment c'est la famille choisie surtout, mais aussi la famille qu'on crée si ça nous tente. On va mettre la table avant de plonger dans le cœur du sujet. D'abord avec toi, Julie. C'est pas tout le monde, évidemment, qui connaît ton organisme. Alors, c'est quoi exactement votre mission à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, dans nos lettres patentes. J'aime ça dire ce mot-là, patente. C'est de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des personnes LGBT. Ça s'arrête là, notre mission, mais on pourrait remplacer par personnes de la diversité sexuelle et de genre. Mais donc, vous touchez vraiment à tout plein de dossiers, là. Absolument. Oui, c'est super large. On est un organisme, mais c'est sur un grand territoire aussi, donc ça implique beaucoup de collaboration avec d'autres organismes aussi, parce que seul, on a des limites à ce qu'on peut faire, là. Donc, mais c'est très large comme mission. Puis là, on a plein de sous-objectifs aussi reliés à cette mission-là. Justement, cette collaboration-là avec les pas juste organismes, mais partenaires, des fois aussi publics, privés, sur le territoire, à quel point c'est crucial pour votre organisme, mais aussi, c'est quoi les bénéfices que vous en retirez d'avoir ce genre de partenaire-là? Bien, c'est de créer un réseau d'alliés. Donc, moi, à mon avis, c'est essentiel qu'on ait des alliés dans d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement des organismes en diversité sexuelle et de genre, surtout sur un grand territoire comme l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est de créer, c'est ça, des mini-réseaux d'alliés dans chaque organisme qui peuvent justement prendre la défense puis devenir porte-parole un peu des gens, des communautés. Parce que aussi, vous êtes une équipe très réduite. L'équipe est constituée de moi. Donc, on sort en équipe, nous autres, quand on sort de chez nous. Alors, d'où l'importance d'avoir ce soutien-là aussi. Ouais. Tu ne pourrais pas y arriver toute seule. Ben non, c'est impossible. Ouais, ça, c'est impossible. Puis, je pense qu'on a réussi en région. Puis là, mais c'est pas juste moi. Là, ça fait quand même presque 21 ans que la coalition existe. Donc, à force de faire justement des ponts, des partenariats avec d'autres organismes, ça fait qu'on réussit à faire en sorte que l'Abitibi-Témiscamingue, même si c'est une région éloignée, là, je mets des guillemets à éloigner, c'est une région qui est quand même hyper ouverte, je pense, par rapport à l'identité de genre et l'orientation sexuelle. MP, votre réalité à la Coalition des familles LGBT+, c'est un peu différent. D'abord, vous êtes un organisme à portée nationale, mais aussi, vous n'êtes pas une équipe d'une personne, hein? Non, mais tu sais... c'est pas surprenant, là, un organisme de région avec un employé, là, c'est pas mal typique. Non, nous autres, on est 5 permanents, ce qui est aussi, d'une certaine manière, exceptionnel. Quand j'ai commencé dans le communautaire LGBT au Conseil québécois LGBT, comme James l'a mentionné tantôt, on était 2. Puis maintenant... pas mal plus, oui. On va dire ça comme ça. Oui, pour Cité Catherine, ils ont eu des belles années avec beaucoup de programmes et ça a permis de développer tout plein de services aussi. Mais malgré le fait que vous ayez cette portée nationale, que vous ayez une plus grosse équipe, vous avez décidé de ne pas prendre cette approche un peu bulldozer, je le mets entre guillemets, moi aussi, et de ne pas nécessairement vous imposer à l'échelle de la province, mais de collaborer avec des organismes en région. Comment vous voyez cet échange-là, cette collaboration-là? Bien, c'est vraiment essentiel, puis on n'est pas parfait, là, comme je veux juste le dire. Comme ça arrive que des fois, on fait les choses un peu vite, puis peut-être qu'on n'arrive pas à contacter. Tu sais, des fois, on donne une formation dans une région, puis on ne l'a peut-être pas dit à l'organisme local, puis tu sais, on essaie de le faire autant que possible. Mais on donne beaucoup de formations, il faut dire, là, comme on forme 5 à 7 000 intervenants dans la province par année. Fait que, tu sais, comme, des fois, on perd le fil un peu à qui on a dit quoi. Mais bref, on essaye. Ça ne serait pas utile pour personne là, de juste essayer d'aller se supplanter aux services en région, alors que c'est bien plus important pour les personnes LGBT de la région d'avoir accès à des services qui sont donnés par leur propre communauté, parce que de toute façon, les réalités régionales sont tellement différentes d'une région à l'autre. On pense un peu que les régions, c'est comme... ça englobe tout, là, mais je peux vous dire que les services en Abitibi sont vraiment meilleurs pour plusieurs raisons que dans certaines autres régions, même celles qui sont proches de Montréal, tu sais. Fait que comme c'est
C'est ça. Il n'y a pas de one size fits all en région et on ne peut pas, nous, comme organisme national, supposer que notre formule marcherait dans différentes régions. Au niveau de vos deux organismes, vous avez vraiment une belle collaboration qui date de plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez fait, MP, en tant que Coalition des familles LGBT+, en collaboration avec l'organisme de Julie? Bien, en toute transparence, moi, ça fait juste depuis février que je suis co-directrice à la coalition. Mais Julie fait partie du CA depuis quelques années. Fait que, comme je laisserai peut-être Julie nous parler des projets des dernières années. Oui, ben moi aussi, je suis quand même assez récente, même dans le communautaire LGBTQ+, tout court. Là. Ça fait que je commence ma 4e année à la coalition, ma 2e année sur le conseil d'administration de la coalition des familles à titre personnel. Mais des exemples, ben, c'est beaucoup, dans le fond, de promouvoir aussi l'organisme, ben, la coalition des familles sur notre territoire pour que les gens puissent être au courant qu'il y a un organisme dédié principalement aux familles. Puis de faire... on a fait une activité aussi là, avec la gang de la coalition des familles qui est venue en région. Exposition de photos? Exposition, bien oui, je l'avais oublié. Ah, ben. C'est comme le highlight de l'année, je suis désolée. C'est parce que moi, j'ai des notes. Hein. C'est pour ça que les gens ne le voient pas, mais moi, j'ai toutes mes feuilles. Donc, oui, moi, je pensais à la marche en forêt, c'était super cool, mais l'expo photo... Oui, c'était quoi ce projet-là? Extrêmement super trippant. C'est dans le cadre du 25e anniversaire de la Coalition des familles. Puis, bon, il y a eu différentes familles qui ont participé à une exposition de photos. Vraiment très, très belle. Si vous ne l'avez pas vue, courez à la prochaine endroit où elle va être. Elle est à Trois-Rivières présentement. Trois-Rivières présentement. Que ça intéresse. Et puis... oui, ben, quand même. Et puis, j'ai eu la chance, à titre personnel aussi, de participer en tant que famille. Donc, ma photo est dans l'expo. Mais au-delà de ça aussi, avec la coalition, on a organisé une exposition, un vernissage à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda qui sans toute attente, on a eu environ 100 personnes qui sont venues à la journée du vernissage. Donc, c'était quand même super impressionnant pour une municipalité de la taille là, de Rouyn-Noranda quand même. Puis l'exposition elle est restée là pendant 1 mois. Donc, puis on a eu que des bons commentaires des personnes qui l'ont vue. Là. Et qu'est-ce que ça vous apporte à votre organisme local, mais aussi à la communauté là, que vous desservez, d'avoir ce genre de partenariat avec un organisme à portée nationale? Bien, moi, pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est dur, il y a 2 coalitions on se tient ensemble, fait que des fois, on est mêlés. Mais pour la coalition en Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une visibilité aussi au niveau provincial. Moi, je trouve que je profite dans mon organisme des liens que j'ai avec la coalition des familles aussi. C'est sûr que de faire des liens avec d'autres organismes, c'est inévitablement, c'est une question de personnalité aussi des personnes qui y travaillent, là, on ne se le cachera pas. Il faut qu'on connaisse la personne pour référer dans un autre organisme. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Puis je pense que pour beaucoup de personnes, tant qu'on ne connaît pas les personnes qui travaillent dans un organisme, c'est plus difficile de créer des ponts, de créer des liens. Fait que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Mona. Puis là, on a fait le partenariat pour l'exposition des familles et tout ça. Fait que ça apporte beaucoup de visibilité, je trouve, pour la coalition d'aide à la diversité sexuelle. Là, je ne veux pas scooper ce qui va se dire au Congrès là, dans les prochains jours, là, mais qu'est-ce que ça prendrait pour améliorer cette synergie-là, pour la développer avec d'autres organismes, avec d'autres régions aussi? Bien, je veux dire, il n'y a pas, encore une fois, de one size fits all, mais je sais que un événement comme ça aide beaucoup. Merci au Conseil pour l'organisation, vraiment. Mais aussi... déjà, pour, mettons, les organismes en région, c'est plate parce que je pense pas que c'est la première clientèle à laquelle on pense. Les familles, on pense un petit peu plus aux jeunes et aux adultes individus qui ont des besoins criants. Puis ça, c'est vraiment correct. Là. Je suis pas en train de dire que vous ne devez pas les desservir. C'est plus que, des fois, si vous pensez aux familles, ou qu'il y a même des familles sur votre territoire qui vous approchent en faisant « Hey, avez-vous des activités pour les familles queer ou pour les familles qui ont des enfants queer? » Toutes ces personnes sont bienvenues à la coalition. Puis ça peut être un moment, en fait, pour appeler la coalition puis demander si on a des activités prévues dans cette région-là ou dire « Hey, on a peut-être comme une famille qui aimerait ça, que vous organisiez quelque chose, peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec eux. » Bref, l'idée, c'est juste comme ajouter les familles un peu à votre liste de gens à qui vous pensez quand vous pensez à faire des activités ou des services.
à l'intersectionnalité, dans le fond. Pas Exact. oublier toutes les identités, toutes les causes. Oui. Julie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben oui, j'ajouterais peut-être que il faut essayer de travailler fort à enlever nos préjugés qu'on a envers les régions. Puis je veux pas faire pitié parce que les personnes de Montréal trouvent que les régions... Mais, Mon Dieu, on vous mais on se envie le cache. des fois. C'est Oui, plus... c'est ça. Mais tant mieux, mais au-delà des mouches, là, parce que c'est souvent ça qu'on entend quand on parle d'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, je me suis presque perdue dans les mouches cet après-midi en m'en venant. Fait que, tu sais, j'entretiens un peu les préjugés, là, mais d'aller justement à la rencontre. Puis, comme tu disais, MP, il y a vraiment... Tu sais, en région, en tout cas, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, l'accessibilité aux services, c'est quand même relativement très facile. En tout cas, là, je donne l'exemple pour une personne trans, d'avoir des services, d'avoir un accompagnement via le centre de santé. C'est pas parfait, mais comparé des fois même à certains endroits, même à Montréal et tout ça, il y a vraiment une fluidité puis il y a une facilité d'avoir accès à certains services qui ne sont pas nécessairement le cas en région, même si, en grand centre, même si des fois on idéalise. Puis tu sais, je pense qu'il y a 30-40 ans, on idéalisait un peu le fait d'aller faire un coming out à Montréal quand on venait d'une région, mais là, c'est plus ça. Puis moi, je me fais un honneur de dire que c'est plus nécessaire de partir de la région pour faire un coming out puis être heureuse avec notre communauté. Là. Il y a plein de belles affaires qui se font. Oui, puis j'ajouterais à ça, je me souviens, l'ancêtre du congrès des membres du conseil a eu lieu en 2016, là, le forum interrégional des organismes communautaires. En tout cas, ça s'appelait le FIREC. C'était notre petit... bon, Daniel, il était là, je pense. Il lâche la tête, il ça, approuve. Ça doit être une des seules personnes. Marie était pas là parce que c'était juste les régions qui étaient là. Fait que je me souviens qu'à ce petit forum d'organismes de région qu'on avait fait à Québec en 2016 ou 2017, il y avait vraiment, tu sais, je sais pas là, peut-être une vingtaine d'organismes, mais tu sais, qui s'étaient jamais rencontrés vraiment comme entre régions. Puis quand on a fait un tour de table qui a duré genre 3 heures, parce que tout le monde donnait tellement de détails à propos de leurs organismes, c'était vraiment cute. Mais durant ce tour de table-là, ça a vraiment créé ça a vraiment brisé la glace pour que les organismes qui étaient comme, hey, nous aussi, on fait ces services-là, puis on a des problèmes sur tels enjeux. Fait que est-ce qu'on peut s'en parler? Tu sais, je pense que c'est un peu ce que tu décris, là, comme la nécessité d'avoir cette synergie entre régions aussi, puis pas juste de comme organisme national à organisme de région. Voilà. Et au niveau politique, comment s'exprime cette collaboration que vous avez? Est-ce que ça vous aide dans vos démarches auprès soit de vos députés ou du gouvernement? Écoute, le gouvernement, là... Est-ce qu'on s'en va vraiment là? Ça dépend c'est qui est de l'autre côté, c'est ça? À qui on parle, c'est ça? Écoute... Est-ce que vous vous sentez peut-être moins seul? Ben oui, on se sent moins seul. Comme à la base, je pense, en étant un organisme national, nous autres, tu sais, la coalition, on a comme 2000 familles membres, là, tu sais, on n'est pas seul, là, comme ça, c'est clair. Puis, on sait que nos familles essaient d'être visibles, tu sais, dans leur région, là, clairement. Mais quand il est question de nos droits en ce moment, c'est sûr que c'est un sujet un peu touché, là. Mm-hmm. Oui, fait que de se sentir moins seul parce qu'on vit des discriminations, je ne sais pas si c'est... Parce que là, si on est d'autres en envie, je ne sais pas si c'est en positif de se sentir moins seul quand c'est relié à nos discriminations. Là. Mais je pense que, au niveau politique, moi, je ne sens pas que ça me donne plus de crédibilité au niveau politique d'avoir des liens avec d'autres organismes, mais c'est sûr que ça me donne du pouvoir, en tout cas, moi, en tant qu'organisme, d'avoir des références avec d'autres, puis d'articuler un discours aussi qui est peut-être plus complet que si j'étais tout seul dans ma petite région. Là. Puis en terminant, bon, c'est très beau toute cette collaboration-là, mais comment on la préserve alors qu'il y a souvent un taux de roulement assez rapide? MP, tu disais, ça fait quelques mois, tu es à la coalition. Bon, Julie, 3-4 ans. Mais quand tu as repris le flambeau, il n'y a pas eu vraiment de passation de pouvoir non plus. Alors, comment on s'assure que ça perdure? Bien, c'est le défi de toute organisation communautaire, je pense. Là. La façon de s'assurer que ça perdure, je pense que c'est dans nos conseils d'administration aussi, peut-être, des fois, d'aller chercher des alliés ou en tout cas des personnes qui vont être prêts ou prêtes à prendre le lead aussi si jamais la personne à la direction ou à la permanence quitte. Fait que, de créer justement, puis d'aller essayer
d'avoir des petites ramifications partout dans la communauté aussi, de ne pas travailler seul, juste l'organisme, justement seul, là, de façon solitaire. Fait que c'est d'aller chercher des alliés, je pense que c'est ça la force, pour tenter que ça ne tombe pas trop quand il y a un roulement de personnel qui va durer. Ça fait des années que c'est ça la problématique du communautaire. Là, les conditions de travail sont... Fait qu'il faut vraiment avoir la flamme. Mais ça aussi, quand on est hyper militante, on finit par s'essouffler aussi parce qu'on n'a pas tout le temps les gains qu'on veut. Fait que c'est un autre défi. Fait que c'est ça. Faut aller chercher des personnes, je pense, qui sont extrêmement impliquées. Oui, puis tu sais, je sais que des fois, moi, je me souviens que ça m'avait surpris, des fois, quand on allait en région, de voir qu'il y avait beaucoup de personnes hétéros impliquées dans les... hétéros, c'est ce genre, là, impliquées dans les organismes en région, mais c'est parce que il n'y a juste pas assez de monde queer. Mais comme, c'est vraiment beau, je trouve, parce qu'en plus, ils ont une espèce de force, parce que ça les affecte pas directement, tu sais, quand ils vivent, quand ils entendent parler de discrimination, etc. Fait que des fois, ils sont comme un peu fearless, puis comme, tu sais, pas traumatisés. Fait que c'est le fun, hein, de pas... Bon, on va les prendre, ces alliés-là. Pas trop, du monde pas trop traumatisé pour militer pour nos droits. Moi, je vais les prendre, là. Fait que ça, c'est le fun. Mais je trouve que comme organisme national, c'est vraiment important d'aller voir les organismes de région chez eux, puis d'apprendre à connaître pas juste une personne, idéalement, mais comme peut-être voir le CA, peut-être participer à une assemblée générale, un truc comme ça, parce que comme ça, s'il y a justement des changements de garde, ben tu connais pas juste comme la personne qui est partie, là, fait que ça peut être vraiment positif. Les membres, les personnes qui bénéficient des services de l'organisme et tout. Puis aussi, il y a des organismes un peu comme dans l'ombre, qui sont pas, tu sais, je pense, mettons, au regroupement estrien pour la diversité sexuelle, qui n'est pas un organisme constitué légalement, mais qui a fait beaucoup pour la militance en Estrie. Puis, comme, il faut aussi comme apprendre à connaître un peu l'écosystème particulier d'une région, là. Fait que, ben, c'est du travail. C'est sûr que c'est du travail, puis ça veut dire budgéter pour plus de déplacements, mais ça, ben, il faut penser à l'inclure dans nos subventions aussi, nos demandes de subventions. Puis il faut penser à inclure plus de temps pour ces connexions-là avec les régions. Plein de belles idées. Oui, MP Boisvert à la co-direction générale de la Coalition des familles LGBT+, et Julie Fortier, directrice générale à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Je ne me suis pas trompé de coalition, là? Non, c'est bon. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je cherchais notre prochain invité du regard. Je ne voyais pas. Tout à l'heure, il était sur la terrasse dans le test de son. Mais là, non, il était là. Elle était là, nous écoutait. Toujours prêt. On va ouvrir ton micro. Ça va être plus agréable pour tout le monde. Un autre bonsoir? Bonsoir tout le monde. Ah, voilà, beaucoup mieux. Alors, Alexandre Rainville, à la Direction générale de Jeunes Identités créatives, qui vient nous parler de littérature pour terminer. Oui, il faut quand même parler un peu de littérature, là. Oui. Alors, on le fait habituellement avec notre collègue Kamala Macrel, mais là, aujourd'hui, spécial conseil, c'est toi qui portes le chapeau. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? J'utilise le pronom « IL » et puis les accords inclusifs. Je suis une personne blanche de 5 pieds 10, j'ai les cheveux mi-longs, un peu de poil facial. Pour les personnes qui ne nous voient pas, je suis une personne vraiment sexy. Il y a des gens d'accord? Yes! Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, faire partie des communautés LGBTQ+, ça veut dire cultiver entre nous, puis en nous, les pouvoirs nécessaires, les manières nécessaires pour transformer les violences qu'on vit en quelque chose de splendide. Donc, avant de plonger dans la littérature, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps un tout petit peu de parler de ton organisme Jeunes Identités créatives. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Jeunes Identités créatives, ça a été fondé en 2013 par des parents, pour des parents de jeunes trans. L'idée initiale, c'était vraiment que les parents voulaient faire quelque chose pour leurs jeunes, faire quelque chose pour les aider, puis ils ne trouvaient pas les ressources, ils se sont dit, on va s'arranger ensemble, on va s'y faire. Ils ont commencé à se rencontrer, en faisant des rencontres là, autogérées entre parents pour voir, OK, on va se parler de comment on se sent, comment que ça va, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour améliorer la vie de nos enfants. Par la suite, l'organisme s'est développé. On offre, entre autres, là, des groupes de soutien pour les parents, de la distribution de matériel d'affirmation de genre pour les jeunes. On est spécialisé là, pour les jeunes de moins de 14 ans.
Parce que pas beaucoup d'organismes, là, en fait, je n'en connais pas un qui fait ça au Québec pour les moins de 14 ans parce que le consentement parental est nécessaire, mais comme on travaille avec les parents déjà, oui. on arrive à obtenir là, leur consentement plus facilement. Par le passé, mais là, on est en train de relancer nos services, là, on offrait de l'art-thérapie pour les jeunes, puis on faisait aussi des formations auprès des professionnels de la santé, en intervention, tout ça, avec notre outil pédagogique Bonjour Sam, qui est une poupée gigogne qui montre l'évolution là, des émotions des jeunes qui peuvent transitionner. Puis on offre aussi des formations aux équipes écoles. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'aller éduquer les jeunes. On pense que les jeunes sont vraiment capables de bien comprendre toutes les choses. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pour le moment, là, ce qui est primordial pour les jeunes, c'est que l'équipe école puis leur milieu de vie soit sécuritaire. Pour ça, c'est les adultes qu'il faut aller former. Est-ce que vous desservez un territoire en particulier? On est un organisme montréalais qui devrait, on pense, être à la grandeur de la province. On avait envisagé par le passé le même être pan-canadien, mais on a vécu des difficultés dernièrement. On se redresse, on part vers l'avenir avec beaucoup d'espoir et beaucoup de résultats déjà. Mais pour l'instant, on est principalement à Montréal. Si vous êtes un peu plus loin, venez nous voir. Si vous êtes beaucoup plus loin, écrivez-nous. On s'arrange. Alors, on va parler de littérature maintenant. Je tourne la feuille de bord. Quelle place occupe la littérature dans ta vie? En dehors de mon travail là, à la Direction générale de Jeunes Identités créatives, moi je suis poète, mais j'ai aussi réalisé une maîtrise là, en études en littérature, en poésie spécifiquement, puis en théorie queer, parce que je pense que créer d'une manière queer, c'est une chose qu'il faut absolument qu'on apprenne à faire. Il faut qu'on cultive les outils pour le faire, puis j'ai voulu travailler ça. Je baigne un peu là, à la fois dans la théorie puis dans la création. Et là, ce soir, tu as décidé de nous parler d'un recueil de poésie. Quel est ce livre? Oui, j'ai décidé de parler là, de Fouol, de l'auteur Cy Poirier, publié aux éditions Triptyque là, dans la collection Queer. Ça a été édité par les écrivains Pierre-Luc Landry et Nicolas Dawson. Puis sur la couverture, là, si vous pensez encore que je suis très sexy, vous ne pourrez pas voir, mais il y a une œuvre de Tiger Opal qui fait un travail là, qui joue avec le fantastique, les univers fantastiques, qui inclut beaucoup de yeux volants puis de créatures en forme de chat. Puis c'est toujours fait dans des tons pastels qui apportent une douceur qu'on a bien besoin comme personne queer. Et de quoi ça parle à l'intérieur? Ce recueil-là, c'est un recueil qui prend le pouls, prend la conscience de tous les discours violents qu'il y a à propos des personnes trans puis non-binaires, les chroniques qu'on entend, les violences qu'on entend, qu'on reçoit. On me fait des signes puis je capote. C'est pas la première fois que je fais de la radio, mais quasiment. Ouh! C'est un recueil qui va aller prendre les discours de Martineau, qui va aller prendre les discours de Denise Bombardier, qui va aller prendre les discours de Mathieu Bock-Côté et les discours transformes comme ça, là, les retourner, les revirer de bord, les transformer avec humour, avec intelligence, avec ironie, pour en faire quelque chose de réparateur, pour faire de la poésie quelque chose qui fait un revirement des violences. Tu as un extrait que tu aimerais nous lire? Oui. Je peux lire un extrait où l'humour est particulièrement parlant. Vos craintes voyagent à la vitesse du son. Le lobby trans travaille jour et nuit, espionne vos moindres pensées. Nous entretenons la souillure, les fissures de la pitié. En faisant ça, en donnant un corps un peu là, à ce lobby trans qui n'existe pas, mais qui est toujours présent dans les médias, dans les chroniques de ces chroniqueurs-là qui nous veulent du mal. Cy Poirier exagère, puis fait une espèce de cours de judo avec des chroniques, transforme ça en poésie, puis amène une espèce de côté humoristique à toutes ces ridiculités qui sont partagées dans certains médias. Est-ce qu'on arrive à les reconnaître? Tu sais, quand tu lisais le livre, est-ce que tu dis « Ah, ça, c'est Martineau qui a dit ça, c'est sûr. » tu sais? Je les lis pas tout le temps, Martineau, Bock-Côté, je me préserve. Je sens que ça participe de tout ça. On voit que ça participe de tout ça. Si je connaissais mieux la plume fabuleuse de ces chroniqueuses, ce que je souhaite qu'il n'arrivera pas, là. Si je la connaissais mieux, sûrement que je l'aurais reconnue, mais qu'on m'en préserve. C'est le travail dans son ensemble que tu as apprécié, le fait de retourner toutes ces chroniques-là. Comment il arrive à jouer avec les mots
pour le retourner, comme tu le dis? C'est sûr que Si Poirier regarde directement les violences. Fait que dans les poèmes, on les trouve reproduites, mais toujours, on voit qu'il y a une douceur qui est ajoutée. On voit que dans ces violences-là qui sont nommées, qui sont là, puis Si Poirier le dit, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, on ne peut pas se cacher dans notre chambre, on ne peut pas se cacher chez nous tout le temps. Parce que ces textes-là, violents, existent malgré nous. Qu'on se cache, qu'on les lise pas, ils vont exister dans le monde. Fait que ce que Si Poirier fait, c'est qu'elle regarde ces violences-là, les met là, puis ajoute toute la douceur de son être pour contrecarrer un peu ça. Ajoute de l'humour, ajoute un peu d'ironie, ajoute une couche qui émousse la violence qui est là dans le monde. T'sais, on ne peut pas la nier, malheureusement. Il y a des gens qui continuent à les écrire, ces articles-là, qui les écrivent même aujourd'hui même. Si Poirier utilise le « nous » dans son recueil pour parler des diversités queer, tu me disais que tu trouves que c'est un pari risqué d'utiliser le « nous » normalement. Est-ce que c'est réussi comme pari? Est-ce que ça t'a plu? Je trouve ça vraiment important que Si Poirier fasse ça, parler au « nous ». Même si on est plein de personnes vraiment différentes, notre acronyme il est super long, puis on n'a pas fini d'allonger, même si toutes nos expériences sont variées, puis quand on utilise les termes comme non-binaire, on sait que c'est un parapluie de réalité. Même si on sait que toute cette diversité-là existe, Si Poirier le dit, il dit « Hey, j'écris au « nous », mais je sais que ça peut pas englober tout le monde, mais j'ai tellement besoin de ce « nous » là. J'ai tellement besoin que ce nous-là soit là pour moi, que cette solidarité-là soit là pour moi, qui nous en fait cadeau. Il nous fait cadeau d'un nous qui est, on le sait, fragile, incertain, changeant, fluide, un peu comme nos genres. Mais ce nous-là, il est essentiel pour qu'on puisse se sentir pas seul devant toutes ces violences-là. Parce que, on le voit bien, là, j'ai 50 regards devant moi, on n'est vraiment pas tout seul. Donc, il y a des références à toutes ces chroniques, tu nous en as parlé, mais il y a aussi des citations tirées de la théorie queer. Un sujet qui t'interpelle, bien évidemment. Ça aussi, c'est un aspect qui t'a plu du recueil? Ce que j'aime de ce que Si Poirier a fait, c'est qu'elle transforme cette théorie queer-là en poème. Puis en faisant ça, il nous donne des outils. Et elle nous donne des outils qu'on peut utiliser pour, oui, comprendre le recueil différemment, relire ça, tout ça, mais aussi pour nous aider à vivre, pour nous aider... Parce que la théorie queer, ça sert à ça. C'est des outils, c'est des armes qu'on se donne, qu'on se partage. Puis Si Poirier, en les mettant comme ça dans un recueil de poésie, qui n'est pas un livre de bataille, c'est pas l'art de la guerre, là. C'est un recueil de poésie, elle nous donne des petites bribes d'outils qu'on va pouvoir utiliser le reste de notre vie. Tu avais sélectionné un autre extrait également. Est-ce que tu aimerais nous le lire aussi? Oui, je vais lire ça dès maintenant. Vous nous assignez à la mort dès la naissance, sans penser au torrent qui s'écoule des formulaires gouvernementaux. Vous craignez le retour des miroirs, les grèves des abeilles éphémères. La charge mentale de vous redire, la détermination des scutigères, vos chroniques pourrissent le ciel, des rochers jaillissent de vos bouches, vous encouragez l'horreur, dépliez les pans de la misère humaine, vous laissez des marques à l'intérieur de nos cerveaux. Maintes générations de scalpels, la solitude ne fournit plus, l'audace des gagnantes, nos traumatismes dans le complexe transgénérationnel. J'aime vraiment beaucoup la fin de ce dernier poème-là, parce que Si Poirier parle de ce complexe-là transgénérationnel, de cette manière-là où dans laquelle nos filiations ne sont pas directes, sont des filiations qu'on transforme, qu'on crée, qu'on fabrique. Puis en voyant ici, devant moi, encore une fois, là, des militants, des militantes de tous les âges qui transmettent des savoirs, qui transmettent une expérience, qui transmettent une histoire, qui font vivre cette génération-là, cette filiation-là qui est entre nous, je pense que Si Poirier a vraiment visé dans le mille. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse à tous les publics? Je pense que tous les publics peuvent choisir tous les livres qu'ils veulent. Mais mon cœur de personne non-binaire n'a pas le goût que les jeunes de 8 ans ils lisent toute la violence qu'il y a dans le monde. J'aimerais ça les préserver. On ne pourra pas tout le temps, on ne pourra pas jusqu'à la fin du monde. Puis s'il y a des jeunes qui veulent le lire,
je vais les encourager puis je vais les aider. Là. Mais j'aimerais vraiment ça, que les en préserver. On le garde dans la bibliothèque, Ça, c'est bien sûr. préservé, et on le ressort un peu plus tard, quand il y aura peut-être plus d'outils ou une carapace très bien bâtie. Mais je crois que les enfants n'auront malheureusement là, pas le choix d'être confrontés à ces violences-là d'un jour ou de l'autre. Mais je pense qu'il faut les accompagner puis regarder à quel rythme ces enfants-là rencontrent les violences qu'on voit au quotidien. Alors, le livre s'appelle Fouole de Cipoirier. C'est publié chez Triptyque dans la collection Queer. C'était disponible depuis le mois de mars dernier. Alexandre Rainville, à la Direction générale de Jeunes Identités créatives, merci beaucoup de t'être prêté au jeu ce soir à l'émission. Merci à toi. C'est déjà le mot de la fin. Mes remerciements à nos invités cette semaine. James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT. Jessica Grenon, directrice des services au JAG. Julie Fortier, directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Et MP Boisvert, à la co-direction générale de la Coalition des familles LGBT+. Salutations également à l'autre co-directrice, Mona Greenbaum, qui a participé à la préparation de cette discussion. Alexandre Rainville, à la direction générale de Jeunes d'identité créative pour sa chronique littéraire. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins, et à la technique, Chante Abralian. Merci à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire Desjardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Merci également à l'équipe du Conseil québécois LGBT pour leur appui technique et financier, entre autres Marion Bertrand-Huot, Étienne Dufour, Tamara Lacasse et Catherine Lavarenne. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à notre infolettre également. Le formulaire est disponible dans le bas de toutes nos pages Internet, touste.ca et touste.com. Il nous reste 2 émissions avant la pause estivale. Rendez-vous donc les 5 et 12 juin à la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. Et par la suite, toutes les émissions sont disponibles sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Merci à l'Auberge du Lac-Taureau, votre premier podcast. Très content. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.